Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne aujourd'hui. Nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée chez nos voisins espagnols en 2016. C'est une affaire incroyable qui m'a tout simplement stupéfié et je suis sûr que vous serez également stupéfaits. Avant de nous plonger dans les détails de cette affaire captivante, je vous encourage vivement à vous abonner et à partager cette vidéo. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. L'amour est un sentiment puissant, si intense que tout le monde n'est pas capable de le supporter. Un cœur brisé peut se transformer en une blessure profonde, conduisant parfois à des actes cruels et irréparables. Mais comment découvrir l'auteur d'un meurtre lorsque la victime a orchestré un véritable triangle amoureux? Ana Maria est née en 1991 dans la ville de Boqueixón. C'est une ville située dans la communauté autonome de Galice, en Espagne. Elle était le deuxième enfant de sa famille, avec un frère aîné et une sœur cadette. Toute la famille était connue comme des gens travailleurs et honnêtes, qui avaient construit leur vie pour fournir à leurs enfants tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont réellement réussi, car Ana, son frère et sa sœur n'ont jamais manqué de rien. En tant qu'élève, la jeune fille a toujours excellé. Elle a obtenu son diplôme avec une moyenne élevée, ce qui lui a permis de postuler à de nombreuses institutions d'enseignement supérieur. Ana avait de nombreux amis, pratiquait plusieurs sports et adorait faire des randonnées. Elle a terminé ses études secondaires à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis a été admise à l'université de Vigo, où elle suivait une formation d'ingénierie industrielle. Cette université se trouvait à environ 100 km de chez elle, ce qui rendait les trajets compliqués. Elle devait obligatoirement déménager pour se rendre la tâche facile. Mais la jeune fille ne voulait pas quitter sa famille et faire face aux défis évidents du déménagement. Mais elle n'avait pas le choix. À cette époque, Ana obtenait des résultats académiques remarquables à l'université. Charismatique, joyeuse, très intelligente et active, elle était également une grande adepte du fitness et des loisirs actifs. Finalement, elle a décidé de déménager à Vigo pour poursuivre ses études. Vigo est la ville la plus peuplée de Galice, avec près de 300 000 habitants. En 2016, la ville venait d'avoir un port maritime important, essentiel pour l'industrie de la pêche. Ce port est devenu l'un des principaux en Europe, créant de nombreux emplois et dynamisant la région. Ana est arrivée à Vigo pendant cette période florissante, ce qui lui offrait de nombreuses perspectives. En plus de la beauté pittoresque de la côte, la ville possède une magnifique architecture historique, ce qui attirait beaucoup Ana. À son arrivée, elle a emménagé dans un appartement avec des collègues féminines. Ambitieuse et désireuse de devenir financièrement indépendante, elle a trouvé un emploi dans une entreprise automobile locale en parallèle de ses études. À 24 ans, Ana avançait vers l'avenir avec détermination, commençant son ascension depuis le bas de l'échelle pour construire sa carrière. Parallèlement, Ana voulait aussi organiser sa vie personnelle. À ce moment-là, elle sortait avec un garçon nommé Samuel depuis environ 7 ans. Au début de l'année 2016, des changements radicaux ont commencé à se produire dans leur relation. La jeune fille semblait distante, évitait toute intimité, ce qui inquiétait beaucoup son petit ami. Samuel essayait de comprendre ce qui se passait. Finalement, sa bien-aimée a avoué qu'elle avait un autre petit ami et ils ont décidé de se séparer. Mais environ 6 mois plus tard, Ana a écrit à Samuel de manière inattendue et s'est excusée. Elle voulait renouer le contact avec lui. Son petit ami a accepté, malgré la trahison. Leur relation a pris un tournant inattendu. Apparemment, les deux étaient très heureux de ce changement, car les intentions du petit ami étaient sérieuses. Il voulait vraiment l'épouser et fonder une famille avec Ana. Le 16 décembre 2016, Ana et ses collègues de travail se sont rendus à la fête de fin d'année pour faire le bilan de l'année écoulée. La fête devait se dérouler dans un restaurant de la ville. Ana est arrivée au restaurant avec l'une de ses amies vers 20h30. Tout au long de la journée et de temps en temps pendant la fête, Ana communiquait au téléphone avec son petit ami, Samuel, qui était au travail. La fête devait durer toute la nuit, donc le jeune homme s'inquiétait et voulait rester en contact avec sa petite amie. Cependant, après 5 heures du matin, Ana a cessé de répondre à ses messages. Au début, Samuel a pensé qu'elle était toujours à la fête. Elle était peut-être absorbée par des conversations et ne voyait pas les messages.
Mais le temps passait, le silence continuait et l'inquiétude montait. Ainsi, vers 7 heures du matin, le jeune homme a une fois de plus essayé de contacter sa bien-aimée. Mais elle n'a pas répondu. Son petit ami a décidé de se rendre à son appartement pour s'assurer qu'elle était rentrée chez elle et que tout allait bien. Lorsque Samuel est arrivé sur place, au lieu de trouver sa petite amie, il s'est retrouvé face à des policiers qui avaient littéralement envahi la rue près de l'appartement où habitait sa petite amie. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas imaginer ce qui s'était réellement passé. Le jeune homme était inquiet de ce qui se passait, mais ne croyait pas que quelque chose puisse arriver à sa bien-aimée. Il s'est approché des policiers et leur a demandé pourquoi ils étaient là. Samuel a également expliqué aux policiers qu'il était venu pour vérifier si tout allait bien avec sa petite amie nommée Anna. Comme elle ne répondait pas à ses appels, il est donc venu vérifier ce qui s'était passé. Les officiers de police ont informé Samuel qu'ils étaient arrivés sur les lieux parce que l'une des colocataires de l'appartement où vivait Anna avait contacté la police. En fait, à 6h32, cette colocataire avait appelé et a informé le répartiteur qu'elle avait trouvé sa voisine Anna dans les couloirs de l'immeuble sans signe de vie. Elle avait à peine eu le temps d'entrer dans le bâtiment avant d'être attaquée. Pendant 3 minutes, le témoin lui avait prodigué les premiers secours sous les instructions du répartiteur, mais en vain. Déjà à 6h40, la police était sur place. Les médecins, arrivés après la police, ont vérifié son état et ont constaté le décès de la jeune fille. Les murs autour de son corps étaient éclaboussés de sang. L'agresseur avait infligé plusieurs dizaines de coups de couteau. Le corps de la victime portait de nombreuses marques de lutte. Elle avait clairement résisté, mais apparemment les forces étaient inégales. Les affaires de la victime ont été dispersées autour, mais son sac avec de l'argent, une carte de crédit et son permis de conduire sont restés sur les lieux de l'incident. Son agresseur avait simulé un vol en dispersant le contenu du sac à main, mais comme toutes les affaires sont restées intactes, sa tentative infructueuse a échoué. La seule chose qui n'a pas été retrouvée était le téléphone portable de la victime et le pistolet qu'elle portait pour se défendre. Elle n'avait pas pu s'en servir. Apparemment, le malfaiteur avait attaqué de manière inattendue, ou bien il se connaissait, donc elle ne le percevait pas comme une menace. Comme vous le savez très bien, le meurtrier est souvent un proche de la victime. Dans notre affaire d'aujourd'hui, le motif du crime était clairement personnel. C'est pourquoi, dès le début, la version selon laquelle le criminel était une personne proche de la victime, à qui elle pouvait faire confiance, a été envisagée. À l'extérieur de la maison se trouvait la voiture de la jeune fille. Les policiers ont alors remarqué une étrangeté. Tous les pneus du véhicule étaient crevés. Cela a été fait avec un objet ressemblant à un couteau, similaire à celui utilisé pour tuer la victime. Les policiers ont aussitôt pensé que la même personne qui avait tué la jeune fille était responsable de la crevaison des pneus de sa voiture. Étant donné que le meurtrier savait quel véhicule Anna conduisait, la police a immédiatement confirmé que le coupable faisait partie de son cercle proche. La première chose à faire était de vérifier le petit ami de la victime. Il était le premier sur les lieux. Il aurait pu tout orchestrer délibérément. Ensuite, il aurait pu partir et attendre que la police commence à travailler sur la scène du crime, puis revenir en faisant semblant d'être inquiet. Ce comportement pouvait avoir un double objectif. Premièrement, Samuel chercherait à éloigner les soupçons à son égard. Deuxièmement, il pourrait observer directement le déroulement de l'enquête et savoir s'il était parmi les suspects. Le jeune homme a immédiatement déclaré qu'il voulait coopérer avec l'enquête. Samuel a avoué qu'il avait des informations qui pourraient être utiles aux enquêteurs. Il a également signalé que peu de temps avant le meurtre, leur relation avec Anna s'était détériorée. Le couple s'était séparé pendant environ 6 mois. Cependant, après une courte pause, ils s'étaient réconciliés. Tout semblait aller bien. Mais la jeune fille a commencé à avoir des problèmes lorsque quelqu'un a commencé à lui envoyer des messages de menaces. Samuel pensait que le harceleur avait mis ces menaces à exécution, et c'est lui qui était responsable du meurtre d'Anna. Cependant, après avoir parlé à Samuel, la police avait encore de nombreux soupçons à son égard, car il avait un motif. Peut-être que le garçon était toujours en colère contre sa petite amie pour sa trahison et avait décidé de se venger. Samuel avait un alibi pour cette soirée. Il était au travail. Mais les enquêteurs pensaient qu'il aurait pu quitter son travail un instant pour aller tuer sa petite amie.
Mais après avoir interrogé ses collègues de travail, ils ont confirmé qu'il était bel et bien au travail. Samuel s'est comporté calmement, a coopéré avec l'enquête et a nié toute implication dans la tragédie. Selon lui, il aimait tellement Anna qu'il a pu lui pardonner ses infidélités. Mais cela a encore alerté la police, car la trahison est un motif important pour un meurtre. Après cela, les forces de l'ordre ont interrogé les personnes présentes à la fête où Anna a été vue pour la dernière fois. Les enquêteurs cherchaient à savoir qui aurait pu la poursuivre et l'attaquer. Peut-être que quelqu'un avait un intérêt malsain pour elle. Les collègues d'Anna ont confirmé que lors de cette fête, un jeune homme la harcelait. Plusieurs de ses collègues ont également raconté qu'au cours d'une fête similaire des employés de leur entreprise, Anna avait rencontré un jeune homme qui lui avait clairement plu. Cela s'était produit un peu moins d'1 an avant sa mort. Les collègues proches d'Anna ont expliqué aux policiers qu'au début, Anna ne voulait pas entamer de relation avec ce garçon, car à ce moment-là, elle avait une relation de longue date avec Samuel, qu'elle ne voulait pas rompre. Malgré cela, elle et le nouveau garçon ont ressenti une attirance mutuelle et ont commencé à communiquer. Cette relation a progressivement évolué en une relation romantique. Anna a donc commencé à rencontrer son amant en cachette pour que Samuel ne soit pas au courant. Ils ont également donné aux policiers le nom de ce garçon. C'était César Adrio. Ils s'étaient rencontrés grâce à leur travail, car le garçon était ingénieur dans la même entreprise où Anna travaillait. Bien que César avait une femme et des enfants, il est tombé éperdument amoureux d'Anna. Il a immédiatement cherché à se rapprocher de la jeune fille. Ils ont commencé une relation secrète, mais le jeune homme, sans gêne, a publié leurs photos ensemble sur ses réseaux sociaux. Il prévoyait même de quitter sa femme et ses enfants pour Anna. César a parlé à Anna de ses intentions et Anna a décidé de quitter Samuel pour son amant. Cependant, Anna n'avait pas rendu leur relation publique, seuls ses amis les plus proches connaissaient César. En même temps, de nombreux collègues de travail savaient ce qui se passait, car ils avaient périodiquement vu des photos de César portant sa chérie Anna dans ses bras. Ainsi, après qu'Anna ait rompu avec Samuel et César avec sa femme, le couple a ensuite emménagé ensemble. Au début, leur relation semblait parfaite, comme Anna l'a partagée avec certaines de ses amies proches. Mais progressivement, la situation a commencé à se détériorer. La jeune fille a remarqué que son nouveau petit ami voulait la contrôler en tout. Il la manipulait et cherchait toujours à savoir où elle était et avec qui. Bien qu'Anna aimait César, elle a commencé à réaliser que ce n'était pas l'homme avec qui elle voulait passer le reste de ses jours. La pression montait. La jeune fille a décidé qu'il était temps de mettre fin à cette relation. Elle a également réalisé que ses sentiments pour son ex Samuel n'avaient pas disparu. Probablement en raison des 7 ans de relation qu'ils avaient eus. De plus, il lui convenait mieux en termes de caractère. Avec son nouvel amoureux, Anna a vécu seulement 6 mois, après quoi en juin 2016, elle lui a annoncé la rupture. Ainsi, pour mettre un point final à leur relation, elle a déménagé dans un autre appartement où elle vivait avec ses amis, puis a renoué avec Samuel. Les proches de la jeune fille savaient que César avait très mal vécu la rupture. Il était en colère et voulait la récupérer. Le comportement de César est devenu obsessionnel. Il ne comptait clairement pas laisser partir Anna. César la harcelait constamment et essayait de lui imposer une relation à nouveau. Apparemment, César pensait que c'était une pause temporaire et que tout s'arrangerait bientôt. C'est pourquoi la décision d'Anna de retourner vers Samuel a choqué le jeune homme. Il a commencé à la poursuivre pour lui parler et clarifier toutes les questions. César apparaissait partout où elle se trouvait. Il attendait la jeune fille à la sortie du magasin près de chez elle et la suivait même lorsqu'elle rendait visite à ses parents. Anna ne comprenait pas comment il parvenait à apparaître là où elle se trouvait. En fait, César avait installé une application d'espionnage sur son téléphone portable qui lui permettait de suivre précisément l'emplacement de la jeune fille dans n'importe quelle partie de la ville. Il avait installé cette application à l'époque où ils étaient ensemble. Il la surveillait sans relâche, l'appelait plusieurs fois par jour, envoyait des messages et vérifiait où elle se trouvait. Au début, Anna ignorait son harceleur et pensait qu'il finirait par se calmer et la laisser tranquille. Cependant, César ne lâchait pas prise. Elle voulait dissuader son soupirant obsessionnel, donc elle lui a envoyé une photo d'elle avec Samuel. Mais l'effet escompté n'a pas eu lieu. César est devenu encore plus en colère et agressif et a commencé à lui envoyer des menaces.
Lorsqu'il a réalisé qu'il était impossible de toucher le cœur d'Anna, il a appelé Samuel. Un jour, César a appelé Samuel tôt le matin sur son portable, mais à la demande de la jeune fille, Samuel a également ignoré cet appel. Tous deux ont bloqué tous les numéros à partir desquels César essayait d'appeler. Mais cela ne servait à rien, car le jeune homme achetait de nouvelles cartes SIM et recommençait immédiatement à harceler sa bien-aimée par des appels. À plusieurs reprises, César est apparu chez la jeune fille. Un jour, le concierge a refusé de le laisser entrer, alors le garçon a fait un scandale. Malgré cela, il a quand même réussi à pénétrer dans l'appartement de son ex à quelques reprises, même à endommager certaines affaires personnelles d'Anna. Il a brisé la vitre de sa voiture et cassé le rétroviseur latéral. Une autre fois, quelqu'un a brisé les fenêtres de l'appartement d'Anna, mais cet incident n'a pas pu être lié à César, car il ne laissait pas de traces. Rien ne pouvait indiquer que c'était César. Cependant, personne ne doutait de qui était derrière ces méfaits. César a tout fait pour convaincre Anna de revenir, mais la jeune fille était inflexible. Elle était prête à rompre ce lien malsain par tous les moyens. Bien sûr, Anna se sentait coupable d'avoir poussé César à quitter sa femme et ses enfants. Mais César était un homme inadéquat et agressif. Par conséquent, il n'était pas question pour la jeune fille de continuer cette relation toxique. En plus, elle avait déjà repris sa relation avec Samuel, un garçon tendre et gentil. Anna espérait jusqu'au bout que tout cela s'arrêterait simplement à un moment donné. Malheureusement, elle avait tort. Le 16 décembre 2016, une fête des employés de l'entreprise où travaillait Anna a eu lieu. Vers 20h30, elle est arrivée à cette fête qui se passait dans un restaurant. César l'attendait déjà là-bas. Les tables et les places étaient déjà attribuées, donc César n'a pas pu s'asseoir avec son ex-petite amie. Cela l'a immédiatement mise en colère. Tout au long de la soirée, il a essayé de se retrouver seul avec elle pour discuter. Cependant, Anna l'ignorait habilement et l'évitait. La jeune fille préférait de discuter avec d'autres collègues de son travail que César. Ainsi, vers 5h15 du matin, tous les participants à la fête étaient fatigués et ont commencé à rentrer chez eux. Quelques filles et garçons, avec Anna, sont sortis sur le parking. Ils ont rapidement vu César, qui les suivait de près à pied sur le parking, puis une partie de leur chemin en ville, se déplaçant discrètement de l'autre côté de la rue. Anna l'a remarqué et a essayé de le chasser en criant. À sa grande surprise, il s'est effectivement retiré. Ils ne l'ont pas vu avant que le groupe ne monte dans la voiture. La voiture est partie, et vers 5h25, la jeune fille a été déposée près de son appartement. Ses amis n'ont vu nulle part César à proximité et sont partis tranquillement. Tout au long de la soirée, elle avait envoyé des messages à Samuel, essayant de le rassurer que tout allait bien, et racontait comment se comportait César. À 5h27, elle a envoyé son dernier message, après quoi elle s'est tue pour toujours. L'autopsie de la victime a été faite. Elle avait 28 blessures par arme blanche. Il s'agissait probablement d'un couteau avec une lame d'environ 11 cm. La police pensait que l'arme du crime était un simple petit couteau, parmi ceux utilisés dans n'importe quelle cuisine. Sur les 28 blessures infligées par arme blanche, 12 ont été portées au niveau du cœur. 6 coups de lame ont atteint leur cible. Malgré les informations de tous les amis, collègues et de Samuel pointant vers César, les informations devaient être vérifiées. La police était convaincue que le meurtrier était quelqu'un de l'entourage proche de la jeune fille. C'était clairement une personne qu'elle avait laissée trop près d'elle, car elle ne s'attendait pas à une telle violence de sa part. Samuel correspondait également à ce rôle. Les enquêteurs ont alors établi que Samuel était un participant d'un triangle amoureux organisé par sa bien-aimée Anna. En fait, elle l'avait trahi, donc le jeune homme aurait pu nourrir de la rancœur et profiter de la situation. Il aurait pu se débarrasser de sa petite amie, puis essayer de rejeter toute la faute sur l'amant qui la harcelait. Cependant, tous les témoins proches de la victime ont affirmé à l'unisson que Samuel ne pouvait pas avoir commis ce crime, et que seul César, agressif, aurait pu la tuer. Ils pensaient qu'il était obsédé par Anna et refusaient de reconnaître que leur relation était terminée. Les policiers ont décidé de retrouver César pour entendre sa version des événements. À leur grande surprise, il était hospitalisé. Selon César, quelques heures seulement après la mort d'Anna, il a appris la tragédie et a tenté de mettre fin à ses jours de manière volontaire.
Il ne pouvait pas imaginer une vie sans elle et a même écrit une lettre d'adieu à sa famille. Les enquêteurs ont réussi à retrouver la lettre et ce message est devenu l'une des pièces maîtresses de l'affaire. Dans cette lettre, César s'excusait auprès de la défunte. Cela ressemblait à un repenti du meurtrier. Les policiers ont immédiatement soupçonné qu'il essayait ainsi d'effacer sa culpabilité avant de mourir. Cependant, César a nié cela et a déclaré que ses excuses étaient liées à son comportement et à la persécution de la jeune fille avant sa mort. Il a avoué qu'il ne pouvait supporter l'idée de se séparer d'elle et avait longtemps essayé de renouer leur relation. Le garçon a catégoriquement refusé d'admettre qu'il aurait pu lui faire du mal. Quoi qu'il en soit, juste après sa sortie de l'établissement médical, César a été arrêté. Il a été inculpé de meurtre prémédité avec une cruauté particulière. Le harceleur a comparu devant le tribunal en décembre 2019. Quand il était en détention, il n'avait pas avoué le meurtre. Le procureur avait une affaire difficile devant lui, même si des dizaines de personnes considéraient César comme coupable. Les policiers n'avaient pas de témoins oculaires du meurtre. Personne n'avait vu l'attaque. Il n'a pas été capturé par les caméras de surveillance. Les enquêteurs n'ont jamais pu trouver l'arme du crime, ni les vêtements que le suspect avait portés le jour de l'attaque contre Anna. Aucune trace d'ADN, d'empreinte digitale ou d'autres preuves directes incriminant l'accusé n'a été trouvée sur les lieux du crime. Néanmoins, le procureur était convaincu que César était arrivé sur le lieu du crime avant Anna pour ne pas attirer l'attention. Bien avant cela, il a crevé tous les pneus de la voiture d'Anna. Il l'avait fait délibérément pour empêcher Anna de s'échapper. Il tenait un couteau dans sa main et n'avait pas peur de s'en servir pour se venger. Il s'était caché dans les buissons, puis était entré dans le complexe résidentiel dès l'apparition d'Anna. Il avait réussi à entrer discrètement, contournant le concierge et les caméras. Apparemment, les voisins n'avaient pas entendu beaucoup de bruit. Le meurtrier avait attaqué par surprise. Il avait probablement bâillonné la jeune fille pour l'empêcher d'appeler à l'aide, puis avait commencé à lui infliger des blessures pour neutraliser la victime, l'empêchant de se défendre. César a commencé à poignarder, cherchant à laisser sur son corps une blessure grave, ne lui laissant aucune chance de survie. La partie accusatrice a considéré la motivation comme un amour non partagé, et la jalousie liée au retour d'Anna auprès de son ex-petit ami Samuel. Après que la jeune fille sans défense a cessé de donner des signes de vie, César a pris le téléphone portable et a disparu du couloir inondé de sang. Bien que la base de preuves reposait davantage sur des hypothèses, les enquêteurs ont pu découvrir des preuves irréfutables de la culpabilité du criminel. Des données de géolocalisation des téléphones portables de la victime et du présumé meurtrier ont été obtenues. Cela a permis de prouver que César était effectivement près de la maison d'Anna au moment du meurtre. En fait, c'était la seule preuve solide sur laquelle la partie accusatrice s'appuyait. En plus de cela, les récits de nombreux amis, collègues et proches de la victime ont désigné César comme la seule personne capable d'une telle cruauté. À plusieurs reprises lors du procès, des extraits de la lettre d'adieu ont été lus, que le jeune homme avait laissé avant de tenter de se suicider. Le procureur a affirmé que ses excuses adressées à Anna étaient motivées par rien d'autre que par un sentiment de culpabilité pour le meurtre. Il voulait probablement se soulager avant de mourir. Cependant, la défense de César a fait référence à l'état de choc dans lequel se trouvait le jeune homme après avoir appris que son amour n'était plus. César a continué de nier toute implication dans le meurtre. Ses avocats ont affirmé qu'il aimait beaucoup la jeune fille, donc il ne pouvait pas lui faire de mal. Cependant, près de 50 témoins ont affirmé le contraire. Au cours des audiences, 46 personnes ont fourni leur témoignage à la police. Il s'agissait de personnes qui avaient d'une manière ou d'une autre été en contact avec César et Anna dans les derniers mois avant sa mort. Tous ont déclaré que le cruel harceleur aurait pu commettre ce crime. Il se comportait de manière inappropriée, agressive et très intrusive, même le matin avant l'attaque. Malgré l'absence de preuves directes, tous étaient convaincus que c'était lui qui avait plusieurs fois marché dans sa maison, endommageant les biens de sa bien-aimée. Cependant, la défense accusait un autre meurtrier. Les avocats de César ont affirmé que son petit ami actuel, Samuel, était clairement le meurtrier.
Il aurait été plus facile pour lui de mettre en œuvre le complot sanglant. Il aurait également pu ressentir de la jalousie et même de la haine envers sa bien-aimée qui avait choisi quelqu'un d'autre à sa place. Les avocats de César ont fait valoir que la police, au cours de l'enquête, avait simplement ignoré tout autre scénario autre qu'une attaque de César. Cependant, l'accusation a réfuté ces arguments, car au début, ils s'intéressaient au contraire davantage à Samuel. Ils ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un meurtre motivé par la jalousie et un amour non partagé. Il ne restait plus qu'à décider lequel des petits amis d'Anna avait fait cela. Lorsque le criminel a été arrêté, il avait déjà réussi à se débarrasser des vêtements qu'il portait le matin du meurtre. Son apparence ne correspondait pas à la description des témoins qu'il avait rencontrés lors de la fête, ce qui signifiait qu'il avait clairement changé de vêtements. Mais pourquoi s'était-il débarrassé de ses vêtements? Il n'a jamais été possible de retrouver les habits qu'il avait portés lors de la fête. Il en va de même pour le couteau avec lequel l'accusé aurait commis le massacre et pour le téléphone portable d'Anna. César les avait sûrement détruits, ainsi que le reste des preuves. Ainsi, après que toutes les parties ont présenté leurs arguments, le jury est allé délibérer. César a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'Anna, à 20 mois de prison pour harcèlement et à 3 ans et 8 mois supplémentaires pour violation de la confidentialité. La dernière accusation concerne un logiciel espion installé sur le téléphone portable d'Anna. De nouvelles audiences ont eu lieu en janvier 2021, mais cette fois encore, le criminel a été reconnu coupable. Au cours de cette audience, le tribunal a tout de même atténué la peine. La circonstance aggravante, la discrimination sexuelle qui a été à l'origine de l'agression, a été exclue. Grâce à cela, le meurtrier a réussi à réduire sa peine de prison d'1 an. Les jurés pensaient initialement que le jeune homme avait poignardé sa bien-aimée par sentiment de supériorité, étant un homme et elle une femme. Cependant, cette hypothèse a été rejetée ultérieurement par la Cour suprême. Il a été décidé que le meurtrier pensait plutôt que si la fille n'était pas avec lui, elle ne devait être avec personne. Cela témoignait de la possession et de la jalousie. Jusqu'à présent, César Adriot est en prison en Galice. Il sera libéré en 2050. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.